avec nos invités, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Atia Ibrahim, lui aussi journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. Nous allons parler du Soudan, coup d'État, inquiétude et condamnations internationales. Mali, Bamako expulse le représentant de la CEDEAO pour agissement incompatible avec son statut. Congo, les membres du gouvernement déclarent leur patrimoine devant la justice. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo, suspension des expulsions et démolitions en masse, qui des expropriations et réserves administratives. Bonjour à tous, bonjour à vous, chers invités. Pasteur Edo Komi, vous allez bien? Oui, bonjour à tous, bonjour Ibrahim et Adam. Non, en fait, je me porte bien, mais... Pourquoi en fait? Je me porte bien, seulement quand j'imagine un peu la situation des Togolais dans les sociétés de la zone franche et surtout à Mina. Ça fait très mal que finalement les 22 délégués du personnel de la société à Mina sont définitivement l'essentiel de cette société et ce que un des ministres de la République avait recommandé. Donc ça fait très mal. Ça fait très mal qu'on puisse laisser les citoyens sans protection et qu'on choisisse de privilégier les investisseurs, les opérateurs économiques étrangers, avec tout ce que les uns et les autres ont apporté à ces sociétés aujourd'hui. Nous savons tous comment est-ce qu'ils vivent. De cette situation, si l'État togolais, le gouvernement togolais n'a pas pu régler ce problème jusqu'à ce que la force, le pouvoir soit donné à l'investisseur pour qu'il licencie sèchement nos compatriotes, je vois quand même que les Togolais veulent toujours avoir le salaire. C'est parce qu'on veut avoir le salaire. Sinon, ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas de salaire. Ils peuvent aller faire pousser le pouce-pouce. Ils peuvent avoir plus que ça. Les gens sont à moins de 20 000, les gens sont à moins de 25 000. Donc le SMIC n'est pas respecté dans ces sociétés. Je ne sais pas pourquoi on s'accorde toujours à ça comme travail. Puisque là, ils ne sont pas exemptés de l'ennui, ni de vie, ni de besoin. Ils sont dans l'ennui, ils sont dans le besoin, alors que fondamentalement, le travail doit libérer l'homme. Donc ce qu'ils font là, le Togo devient... Le Togo, c'est pour moi un pays de nos droits. Un pays vraiment de nos droits. On aura sans doute le temps de revenir sur le sujet. Ibrahim Atia, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Nous avons également Adam Adjorno, bien habillé. Adam, bonjour. Oui, Michel. Il a fait un new look. Ah, c'est des Donc, temps. quelque chose arrive, quelque chose se passe quelque part. On ne sait pas, Ibrahim. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Adam est en train de prendre la boule. Allez, on commence par le Soudan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné le coup d'État et a réclamé la libération du Premier ministre Abdallah Hamdok. Il y a des condamnations partout de Washington qui a suspendu une aide de 700 millions de dollars après l'arrestation par l'armée du Premier ministre. Une situation on ne peut plus tendue au Soudan. Adam Adjorno. C'est vrai que ces coups d'État deviennent pratiquement redondants et extensibles. Le Soudan vient également d'en connaître un. D'abord, ce qui est regrettable, parce qu'il faut d'abord le dénoncer, de toute évidence, lorsque nous sommes des pays qui sont à l'orée de cette démocratie-là, que nous n'avons pas su asseoir définitivement, il est également regrettable pour que nos pays connaissent donc de ces coups d'État qui sont donc, disons, le facteur qui prouve réellement que nous sommes en démocratie de façade. Ceci étant dit, je pense que ces condamnations ont leur raison d'être. Mais également, au même moment, je pense que la communauté internationale, au-delà de ces condamnations, a un grand rôle à jouer pour d'abord la stabilité du pays et faire en sorte qu'on puisse retrouver l'équilibre transitoire tel que cela était par le passé, qui a permis un temps soit peu, disons, à ce pays-là de connaître, après ce long règne-là du président déchu, de pouvoir connaître un temps soit peu des moments qui lui permettent de pouvoir véritablement poser les bases de la démocratisation. Mais je pense que, comme je le disais, ces condamnations-là doivent aller de plus belle
d'ici tout à l'heure, il y a le président ou l'homme fort du pays qui s'est prononcé. C'est vrai qu'il a donné des gages qu'on peut considérer plus ou moins comme étant des paroles qu'il faut prendre naturellement avec des pincettes, puisque lorsque vous êtes sous le feu de ces condamnations-là, on a tendance à pouvoir donner certains gages qui puissent rassurer et expliquer ce coup d'État-là. Or, quoi qu'on dise, un coup d'État, vous pouvez quand même l'expliquer, mais de toutes les façons, constitutionnellement, il est toujours condamnable. C'est en ce sens que je pense que cette communauté internationale ne doit pas se fier, disons, à cette déclaration de l'homme fort du pays actuellement, mais quand même doit aller plus loin. C'est vrai qu'il a annoncé que, aussi bien au niveau du gouvernement, qu'il y aura un retour ou carrément dans une cohabitation entre les civils et les militaires. Et je me pose la question de savoir, puisqu'on était pratiquement dans le même format, à quoi bon de faire un coup d'État si nous allons toujours revenir au format du passé? Ça voudrait dire quelque part qu'il y a des motivations, des intentions inavouées qui sont derrière. Et aujourd'hui, il est obligé de pouvoir dire ceci pour un peu conscientiser, contenter un peu la communauté internationale, puisque de toutes les façons, ils prendront un coup. Puisque une chose est de pouvoir prendre le pouvoir, mais une chose c'est de garantir ou quand même d'être rassuré qu'on aura les moyens nécessaires pour gouverner. Or, aujourd'hui, l'allié principal du Soudan, ce sont les États-Unis qui, depuis cette transition-là, a mis énormément des moyens. Et il a annoncé que ces moyens-là ne seront plus d'actualité. Ça voudrait dire quelque part que les difficultés se font de plus en plus sentir. Puisque pendant, disons, cette transition-là, le pays ne s'est pas toujours relevé de ces déboires financiers, puisque ce sont ces déboires financiers qui ont conduit, disons, à la déchéance de l'ex-président, aujourd'hui emprisonné. Ce sont ces mêmes déboires également qui causent un peu plus ou moins la division, même s'il y a d'autres rémunérations qu'on peut évoquer. Il va de soi que je pense que cette communauté internationale puisse s'accentuer pour que le Premier ministre, qu'il a dit qu'il est chez lui, qu'il mange chaque jour, et que d'ici très peu, il autorisera la presse nationale et internationale à lui rendre visite, à lui poser certaines questions. Il a tendance à pouvoir peut-être tromper la vigilance des uns et des autres en disant que le Premier ministre lui-même a dit qu'il y avait une éminence, l'éminence de ce coup d'État-là était palpable. Et par conséquent, pour nous faire croire que le Premier ministre lui-même consent, disons, à ce coup d'État-là, moi, je me dis que c'est de la figuration dont la communauté internationale est attendue au pied ferme pour faire en sorte que la cohabitation hybride entre les civils et les militaires qu'on a connue par le passé, qui pouvait naturellement tracer la voie à une normalité de ce pays-là, puisse quand même être d'actualité. Cette communauté internationale parle, les États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, parle d'une arrestation inadmissible. La France également a parlé. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, eux tous ont parlé. Par contre, la Russie, Pasteur Edo Komi, a amputé cette situation à l'échec des autorités de transition. Ça veut dire que la Russie dit est aux antipodes des décisions des Occidentaux. Bon, c'est vrai quand même que les condamnations sont unanimes, mais ce coup d'État était inévitable parce qu'on le voyait venir. Il y avait déjà une alerte, tout dernièrement, il y a un mois de cela, où il y avait déjà une alerte parlant de coup d'État. Donc on le voyait venir. Et la Russie ne s'est jamais alignée sur les autres. Hein. La Russie ne s'aligne jamais. Et d'ailleurs, c'est un pays de non-alignement. Ne s'aligne jamais sur les Occidentaux et les Européens. C'est normal qu'ils disent qu'il y a un échec. C'est vrai quand même qu'il faut reconnaître que la transition, depuis certainement, connaît des coups. Parce qu'il y a eu des divisions, il y a eu des camps opposés, et ce qui ne favorisait pas de dérouler le programme, la charte de la transition. Vous savez, les militaires vont faire leur partie, il est presque temps pour les civils, puisque c'est une façon rotative. Hein, 2 ans, 2 ans. Rotative, 2 ans, 2 ans. Donc, est-ce que la situation actuelle, ce qu'on est en train de voir au Soudan, est-ce que c'est parce qu'il y a échec? Oui, bon, pas échec en tant que tel, il y a des mésententes. Je crois que les deux camps étaient obligés de se rapprocher, de rapprocher les buts pour que la transition puisse marcher. Mais le problème aussi, c'est, vous voyez,
on arrive à ce genre de situation parce que El-Béchir, l'ex-président, a gouverné le Soudan avec main de fer, n'a jamais voulu la démocratie. Donc il a été renversé parce que les situations, les besoins sociaux, la crise sociale était là et le prix élevé du pain a conduit à son renversement. Et aujourd'hui, le Soudan était sur... il y a une révolution qui est mise en place. Donc aujourd'hui, les civils sont dans leur droit de dire que la révolution leur est volée. La révolution est confisquée par les militaires. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes militaires? Parce que c'est presque les mêmes militaires. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui n'est pas distinct des autres. Donc est-ce que c'est un coup dans le coup, c'est-à-dire pour que les militaires reprennent catégoriquement la main? Ben c'est ce qu'on est en train de voir. Donc celui-là, le nouvel homme fort qui dit avoir mis les gens dans leur maison pour qu'ils puissent manger. Je ne sais pas si c'est un mangeoire, je ne sais pas si c'est un petit déjeuner ou bien... Il a dit pour le sécuriser également. Dîner, parce qu'il était en insécurité. Donc c'est dire quand même que c'est l'Afrique. Et surtout quand nous avons des institutions comme l'Union africaine qui n'ont pas de pouvoir, qui ne veillent pas au grain. Parce que qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour soutenir le Soudan dans cette transition? Vous avez une fois vu, non, il n'y a pas grand-chose. C'est les États-Unis. Donc c'est les États-Unis, c'est hors de l'Afrique. Le soutien de la transition venait de l'Occident, donc hors de l'Afrique. Donc ce qui veut dire que nous, on ne fait rien. On ne fait rien pour accompagner le Soudan à pouvoir finaliser la transition et à faire asseoir un État démocratique où il y a des gens qui sont élus. Aujourd'hui, les faits sont là, les faits sont palpables. Et donc, on va faire, c'est un éternel commencement. Le Soudan est parti encore pour s'asseoir dans l'instabilité, dans l'insécurité. Discuter peut-être, faire revenir encore. Est-ce que là, c'est des pro... c'est des pro-Béchir. Oui, ce n'est pas forcément cela. Bon, pas forcément, mais c'est l'armée qui prend le... C'est l'armée qui prend. Donc, c'est l'armée qui prend. Donc, la situation au Soudan était complexe maintenant, mais revenir à l'ancien format, je crois que c'est ce qui est normal. Mais celui-là, il veut juste jouer sur la conscience de la communauté inter pour dire que bon, lui, il va préserver l'ancien. Si, comme Adam l'a dit tout à l'heure, si c'était pour préserver le même format, est-ce qu'il y a lieu encore de faire un coup d'État? Pourquoi ne pas continuer, hein, peut-être remettre en place un organe de discussion pour que les points de vue soient rapprochés et pour permettre au Soudan de voir la démocratie. Vous avez vu la mobilisation? Vous avez vu la mobilisation? La mobilisation ne faillit pas. Donc, ce qui veut dire que les gens sont prêts à en mourir encore. Parce qu'il y a une formule, ils ont dit que les armes ne tuent pas. C'est le silence qui tue. C'est la formule. Il dit les armes au Soudan ne peuvent pas tuer, mais c'est le fait qu'ils soient silencieux, c'est ça qui va les tuer. Donc, c'est parti encore pour durer. Depuis qu'ils ont retrouvé cette liberté au temps de l'ex-président El-Béchir. Donc, ils veulent en utiliser. Parce qu'ils ont déjà le goût de la liberté. Ils ne voudront jamais qu'on vienne leur confisquer cette liberté. Ibrahim Atia, c'est vrai qu'on voyait déjà les signaux depuis quelques temps. Il y avait un coup d'État raté. Le pasteur Edo, comme il a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce coup d'État qui vient d'arriver? C'était lundi. Moi, je dirais que c'est la boulimie du pouvoir. La boulimie du pouvoir, c'est ce que les militaires, vous savez, quand on a des passerelles, ils prennent tout. La liberté qui est acquise au prix de la révolution qui s'est déroulée au Soudan là-bas avec la chute de El-Béchir, était une révolution qui voulait aller vers l'émancipation du peuple soudanais. Vous savez que depuis fort longtemps, Béchir a gouverné de main de maître, il n'avait pas accordé des passerelles de liberté aux populations. Donc une fois que cette révolution a abouti avec la chute de El-Béchir, donc vous allez voir que tout ce qu'il y a eu autour de ça, c'est que les gens veulent s'émanciper. Et donc les militaires aussi qui ont pris le goût, plutôt du pouvoir, voudraient aussi en jouer autant que se faire possible. Voilà pourquoi, quelques mois des élections et de la passation totale de témoins, les militaires ont estimé que non, il faut encore rallonger le pouvoir. Voilà, il y a eu un coup. Sinon, c'est tout. Sinon, rien n'expliquait ce coup d'État. À proprement parler, rien n'expliquait ce coup d'État. Donc, moi, je dis que c'est la boulimie du pouvoir. Quand on commence à exercer, on prend goût et on veut continuellement exercer. Et c'est pourquoi il faudrait qu'on repose le problème des forces armées dans le jeu politique en Afrique. Le rôle des forces armées. Voilà.
Dans le jeu politique. Dans le jeu politique en Afrique. Ouais. Donc, il faudrait qu'on dissocie ces deux entités, que les forces armées s'occupent de la défense de l'intégrité du territoire et de la sécurité et autres. Et les hommes politiques, les acteurs politiques vont s'occuper de la politique. Quand il y a démarcation entre ces deux entités, je pense que les choses iraient bien. Après le coup, le bon sens aurait voulu que les soldats se retirent et laissent les acteurs politiques dérouler le processus démocratique. Mais une fois qu'eux-mêmes sont rentrés dedans, ils disaient qu'ils veulent avoir aussi leur droit de regard dans la gestion du pays après Béchir. Voilà ce que ça entraîne. Ils ont pris goût, et vous savez que Béchir aussi s'accordait des privilèges et tout ça. Là. Donc, avec la démocratie, ce n'est plus une gestion autocratique de la chose. Donc, il y a des principes démocratiques, surtout qu'il y a l'aide américaine qui venait. C'est en même temps avec des conditionnalités de démocratie, des principes démocratiques qu'il faut imprimer à la gestion du pays. Et donc, les militaires, vous les voyez, quand ils sont là, ils ne voudraient pas que ce soit un civil qui vienne et qui fasse garder au moins un civil. Il y a beaucoup de considérations. Tu peux dire que c'est ça aussi qui a motivé ce coup d'État. Au-delà de tout, je pense que ce que nous devons dire, Madame l'a déjà dit, c'est condamnable. Allez, on marque la petite pause et on revient après pour la suite.